Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Histoire de livres. Nous sommes aujourd'hui le 23 avril 2012 et donc nous célébrons tous ensemble à la librairie Carcajou de Laval la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. L'UNESCO a décrété cette journée particulièrement pour favoriser l'émergence de la lecture dans tous les pays du monde et également défendre et développer l'accès au droit d'auteur. Le 23 avril 1616 mouraient Cervantes et Shakespeare, deux emblèmes de notre littérature internationale. Aujourd'hui, nous associons toujours la remise d'une rose et d'un livre à cet événement. Alors, je souhaite à tous les lecteurs, lectrices, une excellente journée mondiale du livre et du droit d'auteur. À cette émission aujourd'hui, nous allons recevoir trois invités très particuliers. Et j'ai donc à mes côtés l'agréable plaisir de vous présenter Sandra Paré. Bonjour. Bonjour Sandra. Sandra est une conférencière, une communicatrice et une auteure en émergence, puisque maintenant, nous avons avec elle 3 publications qui sont récentes. J'aimerais savoir, Sandra, comment est née cette entrée dans le monde de la littérature, cette entrée directe, puisque je crois qu'indirectement, vous étiez depuis longtemps tout près du milieu de la publication et du livre. Oui, absolument. Ça fait 25 ans que je suis relationniste de presse, donc j'ai côtoyé beaucoup d'artistes, donc aussi des auteurs. Je m'occupais de leur campagne de presse, je m'occupais de la mise en marché de leurs livres et j'étais quand même spécialiste en protocole. Donc, il m'est arrivé de faire la promotion de livres de gens assez importants, soit des ambassadeurs ou lorsque une auteure, exemple libanaise, du Québec sortait un livre. Alors, je faisais la campagne de presse avec les ambassadeurs, les directeurs, les délégués commerciaux des pays. Alors, c'est ce qui a fait que j'ai eu le bonheur de croiser plusieurs personnes assez importantes. Et ma fille, lorsqu'elle arrivait à 9 ans, je lui cherchais un guide de bonne manière. J'en trouvais pas. Il y avait beaucoup de petits guides de petites filles, là, des petits guides roses là, que j'appelle, mais il n'y avait pas le guide sérieux que je cherchais. Le genre de livre qu'on donne à son enfant, puis que dit, regarde, lis ça, là, puis si tu as des questions, viens me voir, comme quand nous, on était petits. Alors, c'est là que j'ai décidé d'écrire le premier guide. Ça fait maintenant 1 an et demi. Et tout de suite après, parce que j'avais écrit un guide pour les filles, on me reprochait de ne pas faire celui des garçons. Alors, tout de suite après, 2 mois après, sortait le livre des garçons. Alors, c'est comme ça qu'est arrivée mon entrée dans le domaine du livre. Alors, le savoir-vivre à la base pour les filles et pour les garçons était quand même un sujet qui avait été très peu traité. Oui, ça fait... Et pour lequel, au Québec en particulier, on n'avait pas beaucoup d'ouvrages de référence. Pas du tout. Comment les milieux scolaires, par exemple, comment les milieux des parents ont-ils accueilli cet ouvrage? Très, très bien. D'ailleurs, le premier guide s'est vendu 4000 copies en 4 semaines. Alors, on était tout de suite best-seller. Les écoles nous demandaient. J'ai fait l'année passée 150 conférences sur le sujet. Je vais dans les classes, je leur fais faire des exercices de maintien, comment s'asseoir, se présenter et tout. Et c'est sûr que le milieu scolaire est très, très, très heureux que j'arrive avec ça, parce que je pense encore que ça ne revient pas tout à fait à l'école d'éduquer le jeune au niveau des bonnes manières, du civisme et de la politesse. L'école doit poursuivre le chemin, mais ça part à la maison. Alors moi, ce que je voulais, c'est que le jeune ait quelque chose à la maison avec lequel il peut se référer, parce qu'on a tendance à frapper sur les jeunes sans se soucier, ont-ils les outils pour se défendre? Alors là, c'est là que j'ai commencé. Est-ce que vous sentez que ce sont d'abord les parents qui achètent et lisent le livre ou les jeunes directement se sentent concernés par cette acquisition de nouvelles connaissances? Disons que dans les salons du livre, il y a des jeunes qui viennent me voir directement et qui prennent le livre dans leurs mains. Mais il y en a d'autres qui sont un peu effrayés par le titre. Alors, tu sais, quand on donne un livre à son enfant, puis c'est marqué « Savoir-vivre » dessus, là, le jeune, ben là, pas... Alors, c'est toujours la petite intrigue là, qui fait que, bon, pourquoi moi, j'aurais besoin d'un guide de savoir-vivre? Alors, le parent
doit passer par-dessus ça et offrir le guide en cadeau. C'est un cadeau qu'on donne à son enfant de dire, regarde, passe à travers le livre. Tu vas voir que tu vas apprendre plein de choses. Même si tu sais déjà vivre, tu vas apprendre d'autres choses que tu ne savais pas. Et c'est là qu'on doit commencer. Mais c'est sûr que les jeunes, quand ils voient des guides de bonne manière, là, sont pas ceux qui ont envie de le lire au début. C'est ça, ça leur envoie un message à l'effet qu'ils n'ont pas toujours un comportement exemplaire. En fait, ils n'ont pas appris souvent Bien, c'est ça. Comment se comporter en société. C'est ça. Et la crainte vient du fait qu'on leur reproche les choses assez facilement. Et les parents, lorsqu'ils me disent « j'ai lu le livre et j'ai appris plusieurs choses à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai dépoussiéré des vieilles règles de bonne manière aussi, qui, d'après moi, aujourd'hui, n'avaient plus leur place. J'ai ajouté aussi des thèmes sur l'électronique. Alors, j'explique aux jeunes, quand on va au restaurant puis qu'on dépose un cellulaire sur la table, on n'est plus 2, on est 3. Hein? Puis s'il y a 2 cellulaires, bien, on est rendu 4. Alors, ça commence à faire du monde pour un petit dîner qui devait s'annoncer en privé avec une personne. Alors, je leur enseigne ces délicatesses-là que leurs parents ne font même pas, souvent. Bien, souvent, parce que les occasions de sortir avec nos ados ne sont pas très fréquentes. D'ailleurs, ça m'amène à vous aborder peut-être le 3e ouvrage qui a été publié tout récemment aussi, qui, lui, va traiter d'un autre sujet connexe, qui est celui de la gestion. Oui. Je tenais à ce que... en fait, c'est très simple. Hein? Je sors tous les livres sur tous les cours qui ont sorti des écoles. Alors, Gérer votre argent, ce guide-là remplace le cours d'économie secondaire 5 qui n'existait plus. Il est sorti dans des classes. Alors, moi, j'ai réécrit un peu le cours d'économie. J'ai ajouté des choses comme comment on magasine pour un appartement. Qu'est-ce qu'on devrait faire écrire sur notre bail? Ah, laveuse, sécheuse sont fournies. On peut-tu écrire à côté en état de fonctionner? Ah, tu sais, des petits trucs, parce que souvent, quand les jeunes se retrouvent au cégep, ils se retrouvent dans des positions où c'est un propriétaire qui est beaucoup plus vieux qu'eux, et eux ont peut-être pas tous les outils pour pouvoir comprendre ce qui leur arrive. Alors moi, je voulais faire ça, mais à travers ça, j'ai fait des règles de bonne manière, là. Aussi, vous restez dans la thématique. Absolument. Alors, comment on se présente pour une entrevue? Comment on va négocier une augmentation de salaire? Comment on se conduit quand on va au guichet automatique, à la banque? Quand on a un problème et qu'on appelle notre compagnie de carte de crédit, comment on s'adresse à la personne là, qui est là au bout, qui essaye de nous aider? Alors, c'est un peu... Je voulais démystifier tout le domaine, un peu plus affaires, argent, et leur apprendre qu'il faut qu'ils apprennent jeunes à gérer leurs choses. Alors, grâce à ces 3 livres, on peut penser que les ados seront beaucoup mieux outillés, pour mieux agir en société et aussi pour apprendre à mieux gérer leurs finances personnelles. Oui, et en plus d'être capable d'avoir des conversations avec des adultes. Ils savent c'est quoi une hypothèque, que ça va pour financer une maison, mais ils n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Alors, ça démystifie vraiment l'ensemble de l'éducation de base pour nos ados. Je vous remercie beaucoup, Sandra. Merci. Et j'invite également les gens à se procurer peut-être le livre de Princesse Cassandra et le Chevalier Onyx, qui a été publié grâce à votre collaboration, évidemment, mais par votre fille Cassandra Paris. Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir reçu. Bonne journée. Bonjour. Nous revenons après la pause avec notre second invité pour aujourd'hui, le docteur André Dupuis. Nous sommes de retour en ce 23 avril 2012, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et mon deuxième invité d'aujourd'hui s'appelle le docteur André Dupuis. Bonjour, madame. Docteur. Je vous remercie de me recevoir. Avec grand plaisir. Vous venez tout juste de faire paraître un livre dont on va sûrement beaucoup parler ce printemps, puisque lorsqu'on a à reprendre notre look bikini, on a toujours plusieurs questions à se poser sur le regard que les autres vont avoir à poser exactement. Alors, le livre que vous venez de publier s'appelle « La liposuction ». Tout ce qu'il faut savoir avant, pendant et après. Exactement. Qu'est-ce qui vous a amené à nous proposer ce livre? Bien, c'est que ma carrière, pendant une trentaine d'années, c'était de traiter l'obésité. Alors, avec le temps, je me suis rendu compte que l'obésité, le traitement de l'obésité était très décevant, en ce sens que c'est très, très récidivant. Alors, c'était frustrant
ça devenait très, très frustrant de voir que les gens réengraissaient. Les statistiques nous disent que 19 fois sur 20, les gens vont réengraisser. Alors, j'ai entendu parler de la liposuction, des patients m'en parlaient, puis la liposuction, ce n'est pas récidivant. C'est pour de bon. La graisse qui est enlevée est amputée et elle ne revient jamais. Est-ce que c'est ce qui explique pourquoi c'est devenu si populaire? Bien, c'est très populaire en ce sens qu'il se fait 1 million de liposuctions dans le monde chaque année. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles c'est si populaire. D'abord, la graisse ne revient pas. Deuxièmement, la peau se replace. Ça, c'est très important parce que si vous enlevez, par exemple, la graisse de l'abdomen et que la peau devenait flasque, ça serait très peu intéressant. Donc, c'est la deuxième raison. Et aussi, une raison bien simple, c'est qui n'a pas un peu de graisse de trop en quelque part? Alors, ce sont les 3 raisons qui font que la liposuction, c'est extrêmement populaire. Souvent, on en a entendu parler par les médias, mais est-ce qu'on est vraiment informé sur les possibilités, mais aussi les limites de cette technique médicale? Non, je dirais que les gens croient savoir, parce que le mot liposuction, c'est suctionner la graisse. Ils croient savoir ce que c'est, mais à quoi ça s'applique exactement? Est-ce que c'est le traitement de l'obésité? Est-ce que c'est un traitement de l'obésité? Docteur, j'ai 30 livres de trop. Pourriez-vous me faire une liposuction? Pas du tout. La plus grosse liposuction qu'on peut faire, ça enlève 10 livres à peu près. Alors, non, les gens ne sont pas... Même les médecins sont très peu informés parce que souvent, les gens leur demandent, « Docteur, j'ai pensé à une liposuction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? » Et souvent, les médecins ne savent pas trop quoi répondre. Alors, mon livre va être intéressant même pour eux, pour démystifier. Vous faites part dans votre ouvrage de quelques exemples particuliers de personnes qui sont venues vous témoigner suite à cette décision importante dans leur vie, des effets positifs que ça avait eu pour, je dirais, pour leur confiance en eux, pour une reprise en charge de leur vie pratiquement. Est-ce que c'est fréquent que vous ayez ce genre de commentaires? Oui, bien, pas tous les jours. Mais je dirais que oui, c'est fréquent. Et c'est ce qui m'a donné l'idée du livre au tout début. C'est des belles histoires. Alors, je consignais dans un carton quelques belles histoires et ce qui m'a donné l'idée, un jour, je devrais peut-être publier là-dessus. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui voient des complexes s'évanouir complètement. Parce que vous savez, si vous prenez par exemple ce verre-là, il est beaucoup plus petit que la porte ici, qui est immense, mais si vous le mettez ici, vous ne voyez plus la porte. Alors, il y a certaines personnes pour qui des complexes, comme une culotte de cheval, ça empoisonne leur vie complètement. Alors, ils se trouvent complètement libérés. Et c'est beau à entendre. Un menton, par exemple, aussi. J'ai vu des histoires extraordinaires. Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes maintenant qui peuvent avoir recours à la liposuction? Non, non, bien sûr, mais la clientèle d'hommes monte sans cesse. Je dirais qu'au début de ma carrière, il y a 15 ans, c'était peut-être 8 et je dirais qu'on s'en va allègrement vers le 20 Okay. Et la lecture de ce livre, qu'est-ce que vous croyez que ça va changer dans la prise de décision des personnes qui pourraient avoir un problème qui soit solutionné par la liposuction? Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de photos. Alors, il y a toutes sortes de corps. Et ils vont dire, ça me ressemble. Ah, ben, je pensais pas que ça pouvait s'enlever. Ah oui, la poignée d'amour ou les genoux, etc. Oui, les gens vont se reconnaître et ils vont dire, enfin, je pense que je peux régler mon problème. Est-ce que ce livre est destiné à un grand public ou si vous avez des publics plus sélectionnés, des gens, par exemple, du milieu de la santé pourraient être intéressés par la lecture de ce livre également? Oui, c'est pour tous les publics, le grand public en général. Et je dirais que ça va intéresser beaucoup mes confrères, beaucoup, beaucoup mes confrères. Est-ce qu'on a une relève dans ce domaine, Dr. Dupuis? C'est difficile, vous savez, c'est très, très difficile parce que il faut en faire quasiment 500 pour se sentir parfaitement à l'aise. Et qu'en général, les chirurgiens en font peut-être 40 par année. Assez long, on va en faire 500. Alors, c'est comme jouer du piano. C'est très difficile à enseigner. Et puis, c'est pas regarder quelqu'un jouer au piano pendant 1 an que vous allez apprendre. Alors, il faut en faire. Puis malheureusement, on ne peut pas pratiquer sur des animaux ou sur des robots. C'est quelque chose de difficile, je dirais. OK.
la relève. Alors, la lecture de ce livre peut donc aussi favoriser l'intérêt des gens qui seraient dans cette spécialité-là ou qui pourraient choisir cette spécialité-là. Mais en premier lieu, si j'ai bien compris, le grand public en général sera peut-être au rendez-vous de cette lecture pour mieux prendre des décisions éclairées. Oui, je l'espère beaucoup. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est un plaisir. Et bon succès à votre livre sur la liposuction. Merci beaucoup. Alors, nous revenons après la pause avec notre troisième invité du jour, M. Robert Désilet. De retour maintenant avec notre troisième invité du jour, M. Robert Désilet. Bonjour, Robert. Bonjour, Marie. Robert, toi, tu nous présentes un ouvrage vraiment très spécial, pour lequel il faudrait d'abord raconter la petite histoire. Ton livre s'appelle « Calligramme, portraits et tableaux ». Comment est-il né, ce livre? Bien, tout d'abord, j'ai commencé par écrire un calligramme sans savoir que c'en était un. Puis là, j'y ai trouvé mon créneau. Alors, j'ai continué d'en faire comme ça. J'en ai écrit 250 qui se retrouvent dans le livre et qui ont toutes des formes différentes. Je n'ai pas inventé la forme du calligramme, c'est Guillaume Apollinaire, poète au début du 20e siècle, qui a inventé la forme. Lui, il les faisait à la plume. Alors que moi, je le fais à l'ordinateur en prenant la fonction centre, j'étale mes mots, ça finit par prendre une forme. Mais attention, à la fin des lignes, il n'y a pas un mot séparé par un trait d'union. Ça arrive parfois à la virgule près, à l'espace près. Et c'est toujours une découverte que de mettre une forme d'un petit bonhomme, d'un vase, d'une tête avec un chapeau, un chat, un lapin. Par contre, il est rare que la forme épouse le sujet dont je parle. C'est arrivé quelquefois, comme la cordonnière qui est en forme de semelle de soulier, Tweety, l'oiseau Tweety qui est en forme de tête de Tweety. Mais j'ai trouvé finalement mon créneau. Et puis, voilà, grâce à Marie, ce livre a été publié. La forme même du poème, l'inspiration même du poème, vous vient de quelle source? De gens que j'observe dans le métro. C'est donc dans le paysage, paysage urbain voilà. Normal, oui. de tous les jours. Oui, oui. OK. Du monde ordinaire aussi, des voisins, des gens de métier, des employés de la STM. Sur les Noirs, qui m'ont valu une réconciliation spectaculaire avec mon propriétaire haïtien. Et puis, par exemple, le chef d'orchestre ou M. Le Lion, qui m'a orienté vers les éditions Veritas. Moi, j'ai souvent constaté que dans votre forme poétique, il y avait une sorte de musicalité. Est-ce que ça vous vient de votre formation C'est possible, oui. J'étais flûtiste de formation, je donnais des concerts, j'ai enseigné la flûte à bec dans les écoles, j'ai étudié la flûte traversière au conservatoire, mais par la suite, j'ai exercé différents métiers. Mais est-ce qu'on peut penser que cette forme de poésie-là pourrait rejoindre particulièrement les jeunes, justement, dans le milieu scolaire? Je pense que oui. Ils sont toujours cloisonnés, je dirais, entre l'ordinateur et le iPod et le iPad. Mais oui, ça pourrait les intéresser dans le sens où c'est assez facile à faire. Il s'agit de jongler avec la longueur des phrases, faire arriver une forme assez définie. Et je pense que oui, ça pourrait intéresser les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que ça donne et peut-être nous proposer une lecture d'une courte pièce sous forme de calligramme? Oui. Bon, alors ici, j'ai un calligramme en forme de croix que j'ai écrit en revenant de l'office du jeudi à l'Église. Et puis, si vous permettez, je vais vous en faire lecture. Le cœur en croix. Ça faisait un bon moment qu'elle volait de ses propres ailes, depuis peu affranchie des contraintes familiales, sociales et religieuses. Elle n'avait peut-être pas trouvé de travail, mais est-ce si important que cela, travailler dans la vie? Elle ne dépendait pas de l'aide gouvernementale pour autant. Elle vivait de l'air du temps, d'amour, d'eau fraîche et du pain sec que les gens lui donnaient, sa pitance quotidienne. Pour le reste, elle s'en remettait à la grâce de Dieu. Elle n'était pas non plus réfugiée dans un presbytère en attendant un statut d'immigrante, et elle en avait vu des bébés transportés par des cigognes. Mais n'est-ce pas cela la liberté que de pouvoir se poser sur un lampadaire en pleine ville, à sa guise?
Alors, on comprend donc que ce calligramme était destiné non pas à une personne, mais plutôt à un oiseau. Oui. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire réciter ou d'inciter des gens à faire du calligramme? Je n'ai pas rencontré de personne en particulier qui voudrait s'y mettre, mais éventuellement, oui. Dans les écoles, par exemple. Vous pourriez facilement devenir un animateur ou remettre à la mode, d'une Oui. certaine façon, l'art poétique en Oui. proposant cette nouvelle forme Oui. très contemporaine de Parce créativité. que n'importe quel sujet s'y prête. Ça peut être une personne qu'on connaît, ça peut être un état d'âme qu'on ressent, ça peut être observer une personne balayer le plancher. On voit partout des sujets qui peuvent être propices à écrire un calligramme. On parle de plus en plus de cet art comme un art contemporain, de l'art verbo-visuel, Oui. puisqu'on utilise les mots, les lettres pour en faire également des œuvres d'art. En quelque sorte. Est-ce que ça pourrait pas aussi devenir une façon d'exposer la poésie? Oui, parce que ça accroche l'œil en même temps que l'esprit quand on le lit. Alors, ça peut être doublement intéressant, oui. Je crois que vous avez d'ailleurs déjà exposé certaines de vos œuvres dans ce Oui, contexte. j'ai fait une série sur les employés de la STM qui ont été exposés au Centre communautaire de Notre-Dame-de-Grâce à 2 reprises. Il y en a quelques-uns qui ont été exposés durant les Journées de la culture à la Maison de la culture Rosemont-la-Petite-Patrie, grâce à Mme Monique Garneau, qui dirige la maison avec qui je chante dans le cœur de l'UQAM. Alors, c'est Un concours de circonstances. Oui, voilà. Et comment les gens ont-ils reçu cette exposition-là de poésie visuelle? Ça les a intéressés parce que je pense qu'ils ont lu tous les textes qui étaient autour d'eux, du fait que la forme différente accrochait l'œil d'un tableau à l'autre. Alors, vous venez vraiment de réinventer un genre, et pourtant, ce genre existe déjà en littérature depuis de nombreuses années. Oui, ça a été fait par différents poètes, comme je disais tantôt, Apollinaire ou Mallarmé. Et puis, ça existait très dans l'Antiquité aussi. Et puis, on en fait de la publicité maintenant. Donc, c'est un sujet qui, je pense, est à la mode et devrait faire des petits. Alors, dans la petite histoire des livres, celui des calligrammes devrait peut-être nous amener à découvrir un Robert Desilets qui pourrait publier aussi autre chose? J'ai publié un livre de micro-nouvelles il y a 6 ans, mais à compte d'auteur, grâce au père Jean Laflamme, qui a lu de mes textes sur les ondes de Radio Ville-Marie. C'était des micro-nouvelles, soit des textes de moins de 200 mots. En 2 ans, j'en avais écrit plus de 600. Alors, j'en ai fait un recueil de 500 avec différents thèmes, des souvenirs de famille. Attendez. Scènes de vie, scènes de métro, scènes de ville, bestiaire, portrait, paysage, musique, religion, famille, bon. Et puis, j'ai écrit une vingtaine de contes pour enfants que je suis en train de réécrire parce qu'ils sont un peu dans un style littéraire. Alors, simplifier tout pour que ça puisse intéresser les enfants, que ce ne soit pas trop difficile à lire non plus. Okay. J'en ai fait sur les animaux, sur les insectes, sur des personnages humains aussi. Alors, c'est donc un nom à suivre en littérature, le nom de Robert Desilets. Et on vous souhaite évidemment beaucoup de succès, peut-être une pénétration dans le milieu scolaire avec cet ouvrage assez original, assez unique en son genre. Et je profite de l'événement de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur pour vous féliciter pour cette créativité et pour vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup, Mme Brassard. Merci. Alors, nous allons conclure cette émission avec une petite pensée que j'ai trouvée vraiment charmante pour clore la journée d'aujourd'hui. Elle est de Henning Mankell qui nous dit « Si je n'avais qu'un livre à recommander, je vous recommanderais l'Abécédaire parce qu'il contient la clé de tous les autres livres. » Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et à la prochaine.